Donc, il y a 10 ans, jour pour jour, la France était plongée dans la barbarie et l'enfer du terrorisme islamiste. Après 3 militaires tués et un blessé grièvement, à Toulouse et Montauban, les 11 et 15 mars, Mohamed Merah poursuivait son périple meurtrier ce 19 mars 2012 en abattant 3 enfants et un professeur dans l'école juive d'Ozar Haratora. Gabriel et Harry Sandler, deux frères de 3 et 6 ans, Jonathan Sandler, leur père, et Myriam Monsénégo, 8 ans, sont morts sous les balles de Mohamed Merah alors qu'ils s'apprêtaient à entrer en classe. Voilà la situation. Tout le monde, et ça aussi on se le disait juste avant, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 13 novembre 2015. Et je ne suis pas sûr que tout le monde se souvienne de ce qu'il faisait le 19 mars 2012. Et pourtant, c'est le premier chapitre terrifiant de ce qu'on va vivre pendant une décennie. Exactement. Vous avez raison, c'est le premier chapitre, je reprends votre expression. J'ai eu l'habitude de dire lors du procès qui s'était passé ensuite en 2017 et en 2019 en appel que c'est la matrice des attentats islamistes que notre pays va connaître à partir de ce 19 mars 2012. Et évidemment, vous avez rappelé les militaires tués les 11 et 15 mars. En fait, c'est l'an zéro du terrorisme islamiste qui tue en France. Il y avait du terrorisme avant, bien évidemment, mais cette nouvelle forme de terrorisme basée sur l'islamisme radical qui assassine dans notre pays, c'est la première fois que ça se passe en mars 2012. Et il y a une très belle une, on en parlait il y a quelques instants, de Libération aujourd'hui avec un fond noir et avec le nom des 4 victimes de l'école Ozar Hatorah et des 3 militaires qui sont tombés. Et je pense qu'effectivement c'est une une très juste parce que vous l'avez dit, on n'avait peut-être pas pris conscience au niveau national, collectivement, de ce qui se passait en mars 2012. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est le pays entier qui était frappé. Ce n'était pas seulement des militaires qui étaient tués et des juifs qui étaient tués. On a un petit peu senti ça en mars 2012, comme si c'était des classes de Français qui étaient finalement touchées. Les militaires, pour ce qu'ils représentaient, des juifs qui étaient tués pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale parce que nés juifs, et des enfants, vous l'avez rappelé, dans une cour de récréation, une école, un sanctuaire de la République. On a pensé que c'était des gens qui étaient visés pour ce qu'ils étaient. Et là, on comprend bien qu'effectivement, vous l'avez dit, c'était le début des attentats terroristes qui ont été commis en France et qu'en fait, c'est tout le pays qui aurait dû se sentir collectivement atteint parce que l'assassin, le terroriste, il voulait pas seulement tuer des juifs et des militaires. Il l'a dit quand il était pris à partie par le raid dans le siège de son appartement. Il a dit j'ai voulu mettre la France à genoux. Alors la France a tenu bon, nous continuons à mener ce combat contre le terrorisme, mais c'est bien la France tout entière qui était visée, et c'est important de le rappeler ce soir, et ce sera d'ailleurs le thème de l'hommage national qui sera rendu demain, bien évidemment, à Toulouse. C'est un petit peu comme si on réparait. Il y a un mot en hébreu qui dit le tikkun, la réparation du monde. Demain, j'ai un peu l'impression qu'à travers cette initiative du président de la République Emmanuel Macron, en présence des 2 chefs d'État, Nicolas Sarkozy, qui l'ont précédé, Nicolas Sarkozy et François Hollande, en présence aussi du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, qui va être présent demain, j'ai un peu l'impression qu'il y avait une volonté de réparer, pas un oubli, mais de dire la France entière rend hommage, la nation tout entière rend hommage aux victimes de l'école Ozar Hatorah de Toulouse et bien évidemment avec eux aux victimes militaires des attentats de Toulouse et de Montauban. Vous allez découvrir ce reportage de Jean-Luc Thomas. Jean-Luc Thomas est un journaliste et confrère de CNews qui a pu rencontrer Jonathan Chertrit, qui est témoin de l'attentat de l'école d'Ozar Hatorah en 2012. Il raconte ses traumatismes, ses douleurs dans un livre. Voyez ce sujet. Depuis la tuerie de l'école Ozar Hatorah, Jonathan Chertrit est devenu un passeur de mots. En 2020 et 2021, il recueille le témoignage de ses camarades de l'horreur. J'avais cette envie et il y avait aussi un besoin de la part des élèves de se livrer enfin, de raconter ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti et aussi de parler de leur reconstruction au cours des 10 dernières années. 10 ans après, il est fier d'être resté en France. Avec cet acte, il avait envie aussi de transmettre un message en disant « vous n'êtes pas à votre place et vous n'avez rien à faire ici ». Et moi, en restant, je veux lui prouver qu'il avait tort. Le traumatisme reste toujours présent. Je ne me sens pas en sécurité dans le métro, les transports en commun j'évite, je fais attention dans la rue aussi. Ça peut paraître bête, mais dès qu'il y a un scooter qui passe, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce 19 mars. Le jeune écrivain a un seul regret. Trop souvent, on a rappelé son nom, l'affaire porte son nom. C'est une des seules affaires où on parle du tueur. On parle de l'affaire Ilan Halimi, Sarah Halimi, Mireille Knoll, Bataclan, Hypercacher, Charlie Hebdo, mais on parle de l'affaire Merah. Raconter, affirmer, écrire, publier permet de cicatriser un peu les mots,
Les stigmates restent, eux, profondément ancrés. Antoine Léaumont, il a raison lorsqu'il dit non, je disais, la seule affaire où finalement vrai, on parle du tueur et pas des victimes. Oui, c'est vrai. Je m'étais jamais fait cette réflexion-là, mais c'est assez juste. Je pense que je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est la France entière qui était visée, et on voit bien l'horreur du terrorisme islamiste dans ce qui s'est passé. Il a ciblé des militaires. On se souviendra que certains d'entre eux étaient des musulmans. Donc, quelqu'un qui se réclame de l'islam pour aller tuer des musulmans, on se rend bien compte de l'absurdité du crime et de l'horreur du crime qui était commis par Mohamed Merah, en plus de l'ensemble des victimes de cet acte terroriste. Moi, je suis d'accord avec vous, il y a un besoin de réparation, et il y a des gens qui systématiquement essayent de mettre le couteau dans la plaie. Quand monsieur Zemmour, par exemple, avait parlé... pas de politique maintenant. Mais non, mais moi, c'est pas une question de politique, mais... excusez-moi. Bah non, mais je suis désolé, c'est lui qui a dit que certains n'étaient... Écoutez, finissez votre phrase, mais j'aimerais juste que là, on reste dans l'hommage et dans les explications plutôt qu'on soit dans la politique. Mais précisément, justement, voilà. pour faire l'unité de la nation, il faut éviter de tenir des propos comme l'a fait M. Zemmour, que je ne rappellerai pas ici parce que je n'ai pas envie de lui faire de l'audience, mais pour faire l'unité de la France, il faut admettre que tous les Français, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, etc., sont des Français et font partie de l'unité nationale. Sur le concret, et je voulais vraiment absolument pas aborder l'aspect politique. Et d'ailleurs, je trouve que dans cette campagne, il y a parfois une banalisation, et vous avez peut-être été marqué par cela, une banalisation de certains termes qui sont liés à l'enfer, non pas du terrorisme, mais de ce qu'ont vécu les Juifs pendant la guerre. Lorsqu'on parle de nazis, de fascistes, c'est-à-dire qu'on banalise des mots qui devraient aujourd'hui être sacralisés, qui devraient nous rappeler ce qu'a été cet enfer-là, et que ça ne revienne pas aujourd'hui. Est-ce que peut-être vous partagez ce constat-là ? Mais de toute façon, il est très clair que, et disons-le très clairement, nous avons connu plusieurs sortes de fascisme, de totalitarisme, et après ce que nous avons vécu en France pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes celles et ceux qui nous écoutent savent très bien que l'islamisme radical, qui est un dévoiement de l'islam, bien évidemment, mais l'islamisme radical qui a tué dans notre pays et en 2012 et en 2015 est une forme de néofascisme qui est un des dangers aujourd'hui auxquels on doit faire face dans notre pays. On a le sentiment, quand on a vu ce reportage et quand on parle de ce 19 mars 2012, finalement que c'était hier. Parce qu'en 10 ans, on n'a jamais réussi à sortir de cette menace terroriste. Exactement. Exactement. Nous sommes toujours aujourd'hui dans l'inquiétude, la vigilance. Alors il faut quand même reconnaître certaines choses. Il y a eu des progrès qui ont été faits. Il y a eu des dysfonctionnements en mars 2012, nous le savons. Tous ceux qui connaissent cette affaire, et notamment ceux qui ont connu ce qui s'est dit au procès, notamment aux 2 procès en 2017 et en 2019, qui avaient amené la condamnation des 2 accusés, rappelons-nous, et la complicité d'assassinat terroriste pour le frère de l'assassin. C'est important de le rappeler, parce que la justice est passée pleinement à ce moment-là. Il faut quand même bien rappeler que nous savions bien que les dysfonctionnements étaient liés à quoi ? À un manque de synergie, de coordination dans les services de renseignement et les services de police. Et on sait très bien que des leçons ont été tirées depuis cette affaire des attentats de Toulouse et Montauban. C'est quand même un des bons signaux, parce que je pense que nos services en France, tant de police que de renseignement, ont appris beaucoup après l'affaire de mars 2012 où ils n'étaient pas suffisamment préparés, et je pense que ça a pu servir depuis, et ça sert notre pays au quotidien dans cette menace terroriste qui reste extrêmement prégnante. Violette Spilbout. On a partagé effectivement le regard sur cette image de la une de Libération qui sortira demain avec ces 7 noms et prénoms et les âges qui sont très choquants aussi, parce que vous demandiez si on se souvient de ce qu'on faisait à cette date-là. Moi, je ne me souviens pas précisément, mais je me souviens avoir été extrêmement choquée par cet acte et par ces enfants. Parce que dans une cour d'école, c'est une attaque frontale à la République, à nos valeurs communes, celles de nous tous ici autour de la table, et ça crée beaucoup d'émotions. Le fait que le président de la République française, le président de l'État d'Israël soient demain ensemble pour un hommage national, c'est la volonté de marquer l'amitié entre la France et l'Israël, et c'est aussi la volonté de réaffirmer très clairement un combat, une lutte incessante contre le terrorisme et contre l'islamisme radical. Donc, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu des progrès. Je pense particulièrement à la cellule qui a été créée
à l'Élysée qui dépend du président de la République sur la lutte contre le terrorisme. Il y a eu des moyens qui ont été mis sur les renseignements, vous l'avez rappelé. Mais ce qui est inquiétant, c'est de se dire que si on a déjoué 40 attentats, c'est qu'il y a encore, effectivement, une menace extrêmement forte. Et il y a aussi une nécessité dans notre pays, on parlait des enfants tout à l'heure, de travailler à la racine sur la lutte contre les discriminations, contre le racisme, sur le vivre ensemble. Finalement, je pense que tous les candidats devraient en tout cas se poser la question de l'éducation, du vivre ensemble aujourd'hui dans notre pays, dans notre monde. Ce qu'on voit, cette haine permanente, c'est ça en fait qui crée au final des actes terroristes, isolés, non isolés, organisés, et qui créent des attentats comme on les regrette à chaque fois qu'ils arrivent. Je veux qu'on revienne sur l'église, sur l'école, pardonnez-moi, aux Aratora. Est-ce que la communauté juive s'est remise de cet attentat, la communauté juive française? Vous savez, la communauté juive française, elle a connu un certain nombre de traumatismes, mais elle s'est toujours relevée. Ça, c'est très important de le dire. Elle a été frappée en son cœur, évidemment, dans cet attentat de l'école aux Aratora. Je n'oublie pas non plus les meurtres horribles qui n'étaient pas tous liés au terrorisme. Mais rappelons-nous aussi les meurtres antisémites qui avaient déjà précédé. On peut penser à Ilan Halimi, qui ont suivi. Vous avez rappelé Mireille Knoll, Madame Halimi, évidemment l'hypercacher. Elle reste solide, elle reste résiliente, cette communauté juive de France. Ces Français de confession juive restent toujours résilients. Mais il est évident que ça a été un traumatisme très important. On sait que, par exemple, la communauté juive de Toulouse n'est plus la même aujourd'hui en 2022 que ce qu'elle était avant les attentats de 2012. Il faut savoir qu'il y a eu un impact très fort avec des gens qui ont quitté parfois même le territoire français parce qu'ils ne se sentaient plus suffisamment en sécurité. Et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il y a un triptyque qui nous permettra de vaincre à la fois le terrorisme islamiste, mais aussi l'antisémitisme qui reste très fort dans notre pays. C'est important de le rappeler 10 ans plus tard. Et ça reste malheureusement un sujet d'inquiétude. C'est ce que j'allais vous poser. C'est la prévention avec l'éducation. Deuxièmement, la police, avec évidemment le ministère de l'Intérieur qui fait un travail à ce sujet. Et enfin, la justice. La justice qui a un rôle très important dans le suivi des plaintes, dans le suivi des arrestations et au moment où la justice doit passer avec des peines qui doivent être appliquées. On continue d'en parler, il y a la Minute Information et je veux revenir là-dessus parce que vous êtes également avocat et président du consistoire, mais avocat. Et vous parlez de la justice. Et aujourd'hui, j'ai quand même le sentiment qu'on vit dans une société où l'antisémitisme augmente. Et quand je parlais de cette banalisation de certaines remarques, agressions et petites phrases qu'on pouvait entendre il y a quelques décennies, c'est ça qui me perturbe et qui m'inquiète. Est-ce qu'on est en train de revivre des heures où finalement employer des mots qui étaient proscrits ou en tous les cas qui étaient interdits sont aujourd'hui normalisés? La Minute Info et on y revient dans un instant. Pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, retrouver des relations normales avec la Russie serait une erreur, même si l'invasion en Ukraine venait à s'arrêter. Un avertissement lancé lors d'un discours devant son parti au Congrès. Pour le dirigeant conservateur, cela reviendrait à commettre exactement la même erreur qu'en 2014 après l'annexion de la Crimée. Et puis l'Allemagne, très dépendante de la Russie pour son approvisionnement en hydrocarbures, risque de manquer de gaz l'hiver prochain. Le ministre allemand de l'économie a déclaré, je cite, « Si les livraisons en provenance de Russie venaient à être coupées, alors nous n'aurions pas assez de gaz pour chauffer toutes les maisons et faire tourner toutes les industries. » Enfin, en France, circulation autorisée le week-end pour les camions-citernes qui approvisionnent les stations-service et les dépôts pétroliers, et ce, jusqu'au 10 avril. Plusieurs dépôts pétroliers ont été bloqués par des manifestants cette semaine comme en Bretagne. Ils réclament plus d'aide face à l'envolée des prix des carburants. Élie Korchia, on continue de parler donc de cet attentat il y a 10 ans, jour pour jour, où la France était plongée donc dans la barbarie, l'enfer du terrorisme islamiste. Est-ce que vous restez en contact avec les élèves qui ont malheureusement vécu indirectement ce qui s'est passé ou qui ont été témoins de ce qui s'est passé dans l'école? Pardonnez-moi, aux Aratora. Oui, à titre d'exemple, on voyait Jonathan Chetrit, qui est devenu un jeune avocat aujourd'hui et qui, il y a 10 ans, était effectivement interne à aux Aratora. C'est aujourd'hui un jeune confrère. J'ai eu le plaisir de présenter son ouvrage à la mairie du 16e, avec mon ami Francis Piner et confrère, à la mairie du 16e arrondissement lundi dernier. Donc vous voyez, c'est tout récent. Et c'est un livre témoignage effectivement bouleversant qu'il a réalisé en récoltant. Ce n'est pas un livre d'écriture, c'est un livre
témoignage où il reprend effectivement les différentes déclarations qui lui ont été faites pendant un long travail auprès des professeurs, des enseignants, des responsables de l'école, évidemment des internes et des élèves qui étaient là ce matin-là, et chacun avec un prisme particulier, le sien, eh bien, donne des informations sur ce qui s'est passé avant l'attentat, au moment de l'attentat et après l'attentat. Au moment où cette école va prendre la décision de réouvrir juste après. La question que j'allais vous poser, et les téléspectateurs, je pense, ne connaissent pas cette information. Oui. Est-ce que cette école est encore ouverte? Est-ce que sûr. Il y a Elle a réouvert tout de suite après. Ouais. Il n'y a pas eu de fermeture. C'était un geste très fort. Il faut en rendre hommage évidemment à la direction de cette école, au rabbin Monsonego, qui était le directeur, qui a perdu sa fille Myriam, qui fait partie des 4 victimes. Et donc l'école n'a pas fermé. L'école a réouvert, et c'était très important de montrer la continuité de l'enseignement, de la vie. Il voulait, le terroriste, semer la mort et l'esprit de mort. Il l'a dit, hein, vous aimez la vie comme j'aime la mort. Eh bien, la vie l'a emporté. L'école a réouvert. Elle continue aujourd'hui à exister, bien évidemment. Et donc, je veux saluer évidemment le personnel enseignant et tous les élèves qui y sont allés et qui l'ont fréquenté depuis 10 ans. Et puis avoir un mot évidemment pour la famille Sandler, pour Samuel et Myriam Sandler qui ont perdu leur fils Jonathan et leurs 2 petits-enfants, Arié et Gabriel. Samuel qui est venu tous les jours du procès en 2019, avec qui j'étais tous les jours. Et c'est vrai qu'il a fait preuve d'un énorme courage pour affronter eh bien, ces périodes extrêmement douloureuses. Et puis aussi une pensée pour Eva Sandler, qui a perdu son mari ce jour-là et qui a perdu 2 de ses enfants. J'ai eu des cérémonies encore il n'y a pas plus tard il y a 8 jours avec elle. Elle a aujourd'hui sa petite fille qui était bébé à ce moment-là, Liora, qui aujourd'hui est une adolescente. Et elle lui a raconté ? Évidemment, qui a connaissance de tout ce qui s'est passé, qui a grandi depuis 10 ans avec le souvenir de ses frères qu'elle n'a jamais connus et de ce papa qu'elle n'a jamais connu. C'était assez bouleversant d'être avec elle et sa fille il y a encore 8 jours de cela. Donc c'est ça, la vie a continué, la vie a repris ses droits, mais évidemment, le 19 mars 2012 reste une date extrêmement importante. J'entendais un témoignage d'Eva justement il y a quelques jours qui disait « Pour nous, chaque jour, c'est 10 ans ». C'est-à-dire que chaque jour, la souffrance est là. Et pour Samuel Sandler, que je côtoie, avec qui je continue à avoir des contacts toutes les semaines, hein, je peux vous dire que il continue à parler, il continue à témoigner, mais à chaque fois qu'on parle avec lui, j'ai l'impression que la douleur ne s'est jamais réellement apaisée. Et elle continue à l'accompagner de par l'horreur des drames qui ont été commis ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment rendre hommage à ces personnes-là, le courage, parce qu'on ne peut pas imaginer un seul instant vivre ce qu'ils nous ont vécu et ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Et de pouvoir... l'histoire d'Eva est extraordinaire. Moi, je ne savais pas ça, la vie a continué pour elle, qu'elle s'est occupée de sa fille, qu'elle a pu raconter à sa fille ce qui s'était passé. C'est des histoires qui sont extraordinaires. Et la résilience, on parle beaucoup de la résilience depuis la crise sanitaire. Mais c'est ça la résilience, en fait. C'est un exemple extraordinaire de résilience. Il y a eu la résilience pour moi après la Shoah, de celles et ceux qui avaient connu la déportation, ceux qui avaient été raflés, ceux qui avaient été arrêtés par les forces de police françaises et qui s'étaient retrouvés par exemple dans les camps de concentration, qui sont revenus, qui ont rebâti une vie, qui ont bâti des familles. On a des témoins et des grands témoins qui restent encore vivants actuellement, nous donnent ces leçons de vie, de résilience. Et puis je pense que l'exemple des survivants d'abord de ces attentats, et pour Samuel Sandler en tout cas que je côtoie au quotidien, qui sera avec nous demain dans l'avion, avec qui je serai demain dans l'avion avec le président de la République dans ce voyage officiel, eh bien Samuel Sandler est aussi une des grandes incarnations pour moi de cette résilience. Je pense aussi pour parler des soldats, et j'ai aussi une pensée ce soir pour les familles Chenouf, Le Gouad, Ibn Ziaten. Je pense aussi à Latifa Ibn Ziaten qui a aussi ce sentiment de résilience et qui témoigne très souvent dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées pour expliquer le combat qui est le nôtre aujourd'hui, qui n'est pas le combat encore une fois de certaines catégories de la population française. Non, c'est un combat national et c'est un combat pour la République et pour les valeurs de la République que l'on défend. Si on n'a pas compris ça, je crois qu'on n'a pas compris aujourd'hui un des enjeux principaux qui se posent dans notre pays en matière de sécurité. Est-ce que vous avez l'impression que ce combat, on est en train de le gagner ? Je crois qu'on le gagne d'abord par le travail extraordinaire qui a été fait de prise de conscience au niveau, encore une fois, des services de police, des services de renseignement. Quels que soient les partis politiques qui ont été au pouvoir depuis 10 ans, je crois qu'il y a une réelle prise de conscience
Et je trouve que c'est très bien d'ailleurs que demain, le président de la République soit accompagné dans ce voyage officiel et par le président Nicolas Sarkozy et par le président François Hollande. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience. Après, il y a des moyens à se donner aussi pour lutter contre ces problèmes-là. On parlait de l'école tout à l'heure. Il est important encore aujourd'hui que, par exemple, lors des sorties de classe, lors des entrées de classe, quand on sait qu'il y a des endroits qui sont sensibles, il est important que l'État mette aussi les moyens nécessaires aujourd'hui pour protéger. On sait très bien qu'on ne peut pas protéger tout le monde partout. Mais je crois que lorsqu'on sait qu'il y a des lieux qui peuvent être plus dangereux que d'autres, plus soumis en tout cas au terrorisme que d'autres, il est important que les pouvoirs aussi mettent l'accent là-dessus. Et je crois que c'est une prise de conscience qui est aujourd'hui pleine et entière dans la France, et notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, avec qui j'ai des contacts réguliers. Et effectivement, je crois que la prise de conscience, elle est importante. Élie Korchia, il nous reste 1 minute. Vraiment, cet instant est passionnant. Quel message d'espoir? Voilà, moi, je veux qu'on termine cette séquence-là par un message d'espoir pour les mois, les années à venir. Je crois que le message d'espoir, il est très simple. La France a été attaquée le 19 mars 2012. Elle avait été attaquée en tuant des militaires quelques jours avant. Elle a été attaquée depuis par des islamistes radicaux. La France a tenu bon. Et la France gagnera ce combat. Parce que je crois réellement qu'il y a une prise de conscience nationale avec tous les pouvoirs publics. Et ce combat, nous le gagnerons. Comme on a gagné après la Shoah, on a continué à être là. Et les Juifs, puisqu'on parle aujourd'hui des victimes juives, les Juifs ont continué à croire en leur avenir, à la fois en tant qu'identité, mais aussi au travers de la nation. Et bien après mars 2012, on a continué à être là, on a continué à se battre. Et au niveau de l'État français, je sais et je crois que nous gagnerons ce combat, si on s'en donne évidemment les moyens. Et je crois que c'est la volonté de la France de se donner les moyens de gagner ce combat contre les adversaires de la République, qui sont aussi, malheureusement, très souvent, les adversaires des Juifs. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du consistoire et avocat. Et courage pour demain. Et vraiment, toutes nos pensées vont aux familles des victimes. Et je le répète, je ne connaissais pas l'histoire d'Eva, et je serais ravi de pouvoir m'entretenir avec elle et savoir son quotidien. Et cette preuve de courage, de résilience donne du moral et nous rebooste un petit peu. La première partie, la première mi-temps, disons-le, de Soir Info Week-end s'est achevée. Je suis désolé, dans la dernière partie, on est resté un peu avec Élie Korchia, mais c'est normal, la situation l'obligeait. Merci à Gérard Vespierre, merci Antoine Léaumont, merci Violette Spielbout. La suite de Soir Info Week-end, c'est dans quelques instants avec une deuxième équipe, un deuxième plateau, William Tay, Benjamin Morel, Jean-Marc Albert et Noémie Alouia. On va parler, elle était dans une école aux Aratora, mais à Sarcelles. Elle le raconte dans un livre. A tout de suite sur CNews. Merci.